Quel est le plus gros choc que tu as subi en entrepreneuriat? L'environnement camerounais m'a poussé à m'attendre à des chocs au quotidien. Donc, du coup, je ne peux pas classifier le plus gros ou du plus petit. Si vous voulez entreprendre au Cameroun, la première démarche à faire, c'est de contacter d'abord un médecin qu'il vous prescrive un bilan de santé pour se rassurer que vous êtes en santé. Si c'est positif, la deuxième marche à faire, c'est de voir un cardiologue qu'il check votre rythme cardiaque et vous rassure que ça peut subir des chocs. Eric Alendo est connu pour son parcours varié et son engagement. Il est le directeur général d'une entreprise de génie civil et a fondé l'école Les Petits Génies Plus. Est-ce qu'il existe une justice juste au Cameroun? La justice peut peindre en blanc ce qui est noir et peindre en noir ce qui est blanc. Parfois, on a l'impression qu'on a tout vu au Cameroun, mais après, on se rend compte qu'on n'avait pas tout vu. C'est quoi ton regard sur la politique du Cameroun? J'appelle la classe politique à comprendre que servir un peuple, c'est se soucier de l'amélioration des conditions de vie. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Sans problème, il n'y a pas d'entrepreneuriat valable. Toi, aujourd'hui, comment tu construis ton réseau? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Qu'est-ce que tu attends pour quitter le Cameroun? Erika, oui. Quitter le Cameroun. Oui. J'ai envie de te répondre, Valère, comme un ministre dont je vais taire le nom aujourd'hui, à qui on avait posé la question, pourquoi est-ce qu'il peut démissionner? Il a débat. Je vois de qui il s'agit. Je suis fou. Je suis fou pour quitter le Cameroun, pour aller m'installer au Valais. Mais attends, est-ce que c'est une erreur que Dieu a faite de me faire naître Camerounais avec le sang camerounais qui coule dans mes veines? Non, je ne pense pas. Et pourtant, j'ai eu des opportunités, Valais, je ne peux pas te dire. J'ai eu la loterie américaine. Mais je te dis, jusqu'à présent, même mettre mes pieds aux États-Unis, j'ai pas encore mis. Je vais peut-être y aller un jour, mais je ne suis pas encore allé. Mais je me suis refusé de pouvoir aller. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Valais, je crois au Cameroun. J'aime le Cameroun. Et je suis persuadé que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever au Cameroun. Et en tant qu'entrepreneur, je suis dans la logique de ceux qui pensent que l'opportunité rencontre toujours ceux qui sont préparés. Donc pendant tous ces temps-ci, je prends simplement le temps de me préparer et d'envoyer mes racines sur la terre, sachant qu'au moment opportun, le soleil se lèvera et les choses reviendront dans l'ordre. Parce que je crois bien sûr qu'il y a un certain jour qui viendra où la méritocratie pourra primer. Je crois qu'il y a un jour qui va se lever où les opportunités vont rencontrer les personnes qui méritent saisir ces opportunités. Je pense qu'il y a un jour où ça ne sera plus à tête chercheuse. C'est la seule et l'unique raison qui me fait jusqu'à présent demeurer et croire. Mais qu'est-ce qui donne autant d'espoir? C'est quoi les indicateurs qui te font croire qu'il y a un lendemain meilleur possible pour ces pays? Non, parce que la seule chose permanente sur Terre, c'est quoi? C'est le changement. Mais ça peut aller de mal en pire. Oui, c'est vrai, mais l'expérience nous a toujours prouvé. Je ne veux pas citer les noms de certains pays, mais nous allons voir des pays où, quel que soit le moment, le temps qu'ils ont passé par des moments difficiles et autres, il y a toujours un certain temps. Puisque quand le malaise atteint, quand vous touchez le fond, vous ne pouvez plus aller plus qu'au fond. Donc la seule chose serait que les choses puissent changer, de pouvoir remonter. C'est la seule. Donc en fait, voilà, je te l'ai dit en off tout à l'heure, off caméra, l'espoir est la seule chose qui fait vivre. Donc si je perds cet espoir, ça va totalement me démotiver. Mais sauf que des fois, on a l'impression qu'on a tout vu au Cameroun, mais après on se rend compte qu'on n'avait pas tout vu. Qu'on peut faire pire. Non, en vérité, je pense, à mon avis, à mon humble avis, Valère, nous avons atteint un stade où il y a une masse critique déjà, des personnes qui sont conscientes que les choses ne sont pas en train de passer comme elles doivent. Quand on atteint ce seuil de la masse critique, où tout le monde est conscient que ça ne va pas, à ce moment, tout le monde aspire au changement. Même si certaines personnes ne le disent pas, peut-être, entre guillemets, à cause de leur statut politique, à cause de leur appartenance à cause des intérêts, à cause, c'est pour ça que je mets entre guillemets, même s'ils ne le disent pas, dans le cœur,
chacun soupire, chacun désire, chacun voudrait que les choses changent. Tu as demandé indicateur. Moi, je te dirais, pour moi, l'indicateur le plus fort, c'est que tout le monde est d'avis aujourd'hui qu'au Cameroun, il faut un changement. Ça, au moins, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Tout le monde, même ceux qui sont aux affaires, sont conscients. Les gens qui sont aux affaires sont conscients qu'il faut que les lignes bougent. Quand vous regardez les posts, vous voyez des posts des personnes qui sont aux affaires qui vous disent que vraiment, il est temps que les choses puissent changer. Vraiment, le président, après ces élections, devrait penser à... C'est une manière voilée de reconnaître que ça ne va pas et qu'il faudrait que les lignes bougent. Mais pourtant, on a des gens qui ont des positions stratégiques, qui ont la capacité de faire bouger les lignes. Mais on a l'impression qu'ils ne font rien. Et qui disent qu'il faudrait que les lignes bougent. Pourtant, ils ont cette capacité de faire bouger les lignes. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? C'est paradoxal, Valère, mais il faut savoir que lorsqu'on parle des paix, en fait, je l'ai toujours dit et je vais insister dessus. À mon avis, Valère, le problème que nous avons en Afrique francophone, pour être un peu plus restreint, ou alors au Cameroun, c'est pas juste des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, mais c'est simplement, nous sommes en manque de personnes. On a un problème de bonne gouvernance et des problèmes des personnes qui sont des leaders serviteurs. C'est-à-dire des personnes qui doivent utiliser leur leadership pour être au service des populations. Voilà ce que j'appelle leader serviteur. Je crois que c'est ce dont on a besoin. Les gens peuvent être, certes, peuvent avoir ces intentions, peuvent occuper des positions, mais aussi longtemps que ces personnes ne développent pas une fibre de leader serviteur, à savoir utiliser leur position plutôt pour l'amélioration des conditions de vie du peuple et non pas utiliser leur position pour se servir, mais utiliser ces positions plutôt pour servir. Tant qu'on n'a pas ce mindset, on aura des gens. Le Cameroun fait quand même partie des pays dans le monde qui a tous les meilleurs plans possibles de développement. Pas écrit. Pas écrit. Pas écrit. C'est-à-dire que stratégie de ceci et cela, les DSE, les ceci, tout cela pas écrit. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à implémenter? Simplement parce que l'implémentation doit passer par des hommes. Et ces hommes doivent être doués ou dotés d'un esprit de leader serviteur pour que leur cœur puisse battre par rapport à l'amélioration des conditions de vie. Lorsque vous êtes un leader qui est orienté service, votre approche en termes de gouvernance est totalement et radicalement différente. Parce que les leaders serviteurs ne se préoccupent pas de ce qu'eux, ils gagnent. Ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils bâtissent pour leur compte, pour leur famille. Mais ils sont plutôt intéressés pour ce qu'ils font pour le peuple. J'ai l'habitude de le dire et je vais encore le répéter. Personne ne se souvient d'un leader qui a construit des grosses maisons, qui a. Mais tout le monde se souvient toujours des gens qui ont fait quelque chose pour l'amélioration des conditions de vie des populations. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous parlons peut-être de Centre Pasteur. Pasteur, c'est un homme qui a vécu, mais qui a découvert, que ce soit en termes de sérum, en termes de vaccins, pour améliorer les conditions de vie. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps il est décédé, mais jusqu'à présent, on continue de parler de lui. Allez me citer l'ancien gouverneur ou ministre qui avait laissé 8 ou 10 châteaux. Son nom n'existe plus dans les mémoires. Donc, il est important que nos leaders ne se limitent pas à avoir juste des bons plans, mais qu'ils puissent implémenter cela et qu'ils se rassurent qu'en fait, tout ce qui est écrit touche, influence et impacte le bas peuple. Amen. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Là aujourd'hui, on va assister à une évangile de la part de Saint Eric Alindou. Dans l'équipe, vous avez bien compris. Nouvel épisode, nouveau décor, nouvel invité. Ça fait longtemps qu'on est derrière son dos pour la voir. Aujourd'hui, enfin, on a l'opportunité. Enfin, je suis obligé de l'afficher, je vous dis la vérité. Il est trop occupé. Donc, je dis là, non. Non, mais quand même, là, trouver le temps de venir un dimanche, ça a salué. Donc, pour encourager, il faut. Oh, merci, Valère. Merci déjà de le dire. Merci de reconnaître. Ouais. Non, je reconnais. Dans l'équipe, je rappelle qu'on a notre rendez-vous annuel, week-end de l'écrivain, l'événement qui met en lumière les auteurs écrivains qui impactent. Et je rappelle aussi que à Paris, ils ont répondu présent, plus de 1500 personnes. Au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, de Joseph Kizerbo, le pays du président Ibé, ils ont été plus de 1500 répondre présents, dont maintenant le continent.
C'est maintenant que les vraies choses commencent. Donc, comme ils étaient 1500, on doit leur montrer que c'est nous. Donc, on doit être au moins 3000. Yeah, I hear you. On va mettre dans le premier commentaire de la vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité, sur qui on va tirer à balles réelles. Parce que le sang doit couler. C'est le niveau là. Oui. C'est le niveau là. Bonjour Erika. Salut Valère. En tout cas, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de t'avoir là, le siège des accusés. Afin que... Tu appelles ça quoi? Le siège des accusés. Parce que... Ah, mais tu es un accusé. N'est-ce pas? Ok, je savais pas. Merci déjà de me faire comprendre que je suis dans un tribunal où j'aurai l'obligation de pouvoir me défendre. C'est ça. C'est exactement ça. Merci. Ouais, Erika. Valère. Pour ceux qui ne te connaissent pas, vous avez tort de ne pas connaître Erika. Parce que moi, j'ai été découvert comme j'étais il y a 4 ans. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué. C'est parce que tu avais dit, les gens ne se rappellent de toi après ta mort pour ce que tu as fait pour eux dans leur vie. Ça, c'est une phrase qui m'a énormément marqué. Je me suis dit, lui là, on fait quoi? Je l'aurai. Donc, ta caméra est là. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? D'accord, merci Valère. Merci et déjà à tous les internautes. Merci à toute la communauté de Argent Livre. Merci à Valère. Erika Lindou est un jeune entrepreneur qui a 50 ans aujourd'hui. Non. 50 ans, bien sonné. C'est encourageant parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir 50 ans et être en forme. Donc, c'est très encourageant. 50 ans aujourd'hui. Est-ce que... bon, peut-être mon histoire, je vais raconter par la suite. Mais je dois simplement dire qu'un jeune entrepreneur qui, à l'âge de 17 ans, a eu le concours de l'école militaire de Saint-Cyr en France. Et j'ai décliné l'offre, sincèrement, parce que je ne me retrouvais pas dans ça. C'est vrai qu'on avait près de 10 000 personnes qui avaient concouru. Nous sommes dans les années 1995. On avait retenu 19. Et parmi les 19, je faisais partie. Et lorsqu'on a demandé de nous envoyer en France pour la formation, j'ai décliné l'offre. Et je suis passé par des moments très, très difficiles parce que ma famille n'avait pas compris ce choix et a décidé de se désolidariser de cette décision que j'avais eu à prendre. Et du coup, ça m'a fait vivre des moments extrêmement difficiles, très critiques. Je suis passé de moto-taximan, qu'on appelle ici les babana, les skinners. J'ai lavé les voitures, j'ai fait la coiffure. J'ai travaillé même de manière bénévole dans des secteurs parce que je voulais absolument être productif. Jusqu'à ce que plus tard, je suive une formation dans un centre et de bout en bout, parce que c'est quand même, je parle là de 1995 et aujourd'hui nous sommes en 2025. Donc, je fais fi déjà de tout ce parcours pour dire qu'aujourd'hui, Erika est un entrepreneur qui est promoteur de d'une plateforme associative, les Journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Erika est également le promoteur ou fondateur d'une école particulière. C'est le dernier bébé, même j'allais peut-être terminer avec ça. Le groupe scolaire bilingue et entrepreneurial, les Petits Génies Plus, qui est, autant pour moi, le premier groupe scolaire reconnu par le gouvernement à vocation entrepreneuriale dès la maternelle. Eric est également fondateur d'une autre école qu'on appelle l'école de création de richesse. C'est une école qui forme au quotidien, de manière hebdomadaire, en entrepreneuriat. Eric est également actionnaire dans des entreprises. Eric est également DG, directeur général aussi, d'une entreprise, Lafel Imo, qui fait dans le génie civil, qui fait dans les constructions, le BTP et lotissement de terrain. Erika aussi est auteur, Erika est écrivain aussi, même si jusqu'à l'heure, en actif, il y a un seul livre depuis 2029. Depuis 2009, tout ce que j'ai pour le moment est au frigo. Et je crois que la proximité avec Agent Livre fera qu'on ouvre le frigo pour sortir tous les manuscrits. Ah, c'est l'onction. Amen. Donc, voilà un peu Erika. Erika est vraiment multicasquette. Je suis dans plusieurs secteurs, en fait. Et comme j'aime souvent le dire, il n'y a pas de secteur dans lequel Erika ne s'implique pas. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'un entrepreneur, quand il saisit une opportunité, même lorsque ce n'est pas de son secteur, il saisit d'abord avant d'aller Google pour voir comment répondre à cette sollicitation. Mais en tout cas, tu as la définition parfaite du Camerounais.
Il a dit, pour le Camerounais, rien n'est impossible. N'est-ce pas? Je vais te raconter une anecdote. Hein. Vas-y. Je ne vais pas citer le nom du pays. Yeah. En 2023, on va organiser le week-end de l'écrivain dans un pays. Je ne vais pas citer le nom. Ouais. Donc, on contacte une boîte de com. On leur dit, bon, voici le cahier de charge et tout. Ouais. Eux, ils nous disent que, bon, tel que je vois là, nous, on ne peut pas. Ouais. Ils nous disent que nous, on ne peut pas. On n'a pas les ressources qu'il faut. J'ai fait le même cahier de charge au Cameroun. Ouais. La personne, je peux. Même si ça a été un flop, les Camerounais peuvent toujours. Des fois, c'est bien, mais des fois aussi, c'est un flop. Donc, quand on dit impossible, n'est pas Camerounais là. C'est vrai. Bon, avec toutes ces casquettes que tu portes, moi, j'aimerais te demander, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, c'est quoi le challenge des entrepreneurs camerounais? Lorsqu'on entreprend au Cameroun, c'est quoi le plus difficile? Vraiment, c'est une question, je ne sais pas, je vais dire que c'est assez difficile à répondre. Mais comme il faut un élément de réponse, quand on entreprend au Cameroun, quels sont les gros challenges? Le premier challenge même, pour l'entrepreneur au Cameroun, le premier challenge, c'est déjà de se rassurer qu'on soit en santé. Comment ça? Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous voulez entreprendre au Cameroun, la première démarche à faire, c'est de contacter d'abord un médecin, qu'il vous prescrive un bilan de santé pour se rassurer que vous êtes en santé. Si c'est positif, la deuxième marche à faire, c'est de voir un cardiologue, qu'il check votre rythme cardiaque et vous rassure que ça peut subir des chocs. Oui, ce n'est qu'après ces deux étapes que vous pouvez donc maintenant voir. Soit vous faire initier dans le monde des affaires. Quand je dis initier, c'est parce qu'en entrepreneuriat, en fait, j'aime parler d'initiation, pas forcément de formation, parce que la formation a beaucoup plus une connotation pédagogique, académique. En entrepreneuriat, on doit vous initier, on doit vous tenir les bras et vous accompagner. Donc, quand ces deux premiers prérequis sont déjà faits, à savoir bon état de santé, ensuite le cœur qui peut supporter les chocs, parce que dans l'environnement camerounais, les chocs, vous allez les vivre au quotidien. J'en ai vécu, j'en vis au quotidien, et je sais que demain, d'autres vont venir sous d'autres facettes. Et ça vient de tous les côtés, que ce soit tant sur le plan administratif, sur le plan de la fiscalité, que ce soit sur le plan de la famille, que ce soit sur le plan des ressources humaines, que ce soit sur le plan des collaborations, même avec les potentiels ou probables partenaires financiers, vraiment à tous les niveaux. Vraiment, Valais, je ne peux pas te tromper. C'est véritablement un environnement assez challengeant. Mais comme tu as demandé à savoir qu'est-ce qui est plus challengeant, la première des choses, c'est même la qualité des ressources humaines. Ah oui. La première des choses, la qualité des ressources humaines. Trouver des gens aujourd'hui qui cherchent du travail pour être productifs dans un projet, ce n'est pas la chose la mieux partagée. J'ai l'habitude de dire que les Camerounais sont assez compétents, assez qualifiés, mais malheureusement, la plupart des Camerounais recherchent l'argent, mais pas le travail, pas l'opportunité de travailler, malheureusement. Je sors d'une école où j'ai appris à rendre service. Ça, c'est mon école. Je sors d'une école où j'ai été formé. Tout à l'heure, j'ai parlé de leader-serviteur. C'est parce qu'en fait, je crois au service. Je crois à la loi du service pour ouvrir des portes. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous ne trouvez plus des gens qui viennent travailler avec vous parce qu'ils veulent apporter un plus dans ce qui est en train d'être fait. Toute personne qui se rapproche d'une opportunité d'emploi recherche d'abord ce qu'il va gagner. Est-ce que c'est mauvais? Non. Sauf que lorsque vous allez sur cette base, ça biaise déjà les données. Parce que vous n'avez pas une qualité de ressources humaines qui se préoccupe de ce qu'il peut apporter comme plus. Donc la qualité des ressources humaines est un problème. Pas parce que c'est pas une qualité, pas parce que c'est pas des ressources humaines qui ont des compétences. Non, vous allez même voir des gens compétents, mais qui, lorsqu'elles travaillent avec vous, puisque initialement, elles ne viennent pas servir, elles ne viennent pas apporter un plus, elles viennent parce qu'elles recherchent ce qu'elles peuvent gagner, ça va donc aller dans tous les sens. Vous êtes obligé d'avoir tous les systèmes de contrôle que possible pour éviter qu'on ne vous vole, pour éviter qu'on ne puisse piller la structure ou quoi que ce soit. C'est un problème.
Est-ce que quelque part, ça ne revient pas, le tort ne revient pas au leader? Disons que, oui, je dirais peut-être. Il y a une part de responsabilité qui revient au leader. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, moi, particulièrement, je mets beaucoup plus de temps à la formation de mes collaborateurs plutôt qu'à toute chose. Et comme tu l'as si bien dit, quelquefois c'est le fondateur, quelquefois c'est le leader, comme tu as eu à le dire. Mais il faut revenir à une chose très essentielle, Valère. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que je mets beaucoup plus d'accent au niveau de la formation. Parce que, en fait, généralement, les gens ne vous suivent peut-être pas forcément toujours par rapport à ce qu'elles doivent gagner. Oui. C'est là où on revient avec la responsabilité du leader. Les gens, généralement, suivent une vision. C'est pour ça que c'est important de transmettre la vision et de transmettre également les perspectives de progression, de développement de chacun dans la structure. Lorsque vous prenez ce temps de former au moins le personnel, ça, je suis du côté vraiment de la responsabilité du leader. Quand vous prenez ce temps de former les collaborateurs et leur montrer que voici où nous sommes en train d'aller. Première année, deuxième année, troisième, voilà les différentes mutations, voilà le profil de carrière dont vous pouvez jouir. Voilà comment est-ce que votre sécurité sociale sera. Quand toutes ces conditions sont réunies, à ce moment, vous parvenez à avoir quand même une équipe. Je ne dirais pas que tout le monde sera parfait, mais au moins, vous allez créer quand même une synergie, une fusion, et vous allez permettre que les gens puissent un tout petit peu suivre cette vision. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la responsabilité du leader. Oui. Mais de l'autre côté, Valère, je ne peux pas te mentir, le contexte de pauvreté, le contexte de misère, le contexte de vie difficile que nous vivons ici, pousse des gens, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui est pauvre. Ah oui? Pourquoi? Oui, c'est très difficile parce que la misère et la pauvreté sont mauvais conseillers. Quand les gens vivent dans le dénuement, ils sont facilement exposés à briser leurs valeurs, à moins qu'ils n'aient des valeurs totalement rigides et solides. Donc, cette mauvaise qualité de ressources humaines vient aussi du fait du contexte de l'environnement qui est assez compliqué, où le contexte de pauvreté, la vie est tellement difficile au point où les gens ne sont pas prêts à maintenir des valeurs indépendamment de leurs conditions et de leur statut social. Ça, c'est l'une des raisons. Oui. Donc, après les ressources humaines, il y a même le problème d'accompagnement. L'accompagnement. Vous aurez beau avoir une belle idée, Valère, vous aurez beau avoir un bon projet qui fait preuve d'un potentiel énorme, mais trouver des partenaires financiers, ce n'est pas toujours évident. Tu sais très bien que, peut-être tu ne le sais pas, mais au Cameroun, en fait, on n'a pas de banque d'investissement. Oui, la plupart des banques sont des banques commerciales qui ne financent pas des projets, mais financent les garanties. C'est-à-dire que ça ne finance pas de projets, ça finance des garanties. Et même plus encore, ça finance l'individu. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'il faut qu'un entrepreneur puisse bâtir normalement sa crédibilité pour être en mesure de pouvoir jouir d'un capital confiance qui permette qu'on puisse lui faire confiance. Mais quand vous regardez sous d'autres cieux, moi je ne vais pas citer leur nom, mais je connais des gens sous d'autres cieux qui, sur la base d'une idée, parviennent déjà même à avoir des financements. Je dis l'idée, l'idée. Juste l'idée. Juste l'idée, mais ils ont déjà des financements. Donc, ici au Cameroun, c'est pas évident. La plupart des efforts que font les entrepreneurs, c'est sur la base des fonds propres. Ça fait que c'est pas évident. Quand vous voyez un entrepreneur au Cameroun commencer à jouir d'un capital confiance qui lui permet de pouvoir recevoir un certain accompagnement des institutions bancaires, vous allez voir que quelque part, c'est parce que ses efforts personnels lui ont d'abord permis d'arriver à un certain niveau. Ça, je suis d'accord également avec ça. Parce qu'en tant que formateur en entrepreneuriat, c'est ce que je recommande aux entrepreneurs. Je dis, prenez d'abord la peine de croire en votre projet, d'investir de tout ce que vous pouvez avoir venant de vous sur votre projet. Ce n'est qu'à ce moment que les autres pourront venir vous accompagner. Parce que quand un projet a un potentiel, ça ne peut pas manquer de financement. On est d'accord. Sauf que ça, c'est une vérité qui est indéniable. Mais, comme je l'ai dit, l'un des autres problèmes, c'est le problème d'accompagnement. Maintenant, s'il faut voir maintenant avec la fiscalité, ça, c'est encore un autre gouffre d'étranglement pour les entrepreneurs.
Au Cameroun, je dis bien. Donc, tu as parlé de qu'est-ce qui peut être des éléments qui sont comme des freins à l'éclosion de l'entrepreneuriat au Cameroun. J'en ai cité 3. Ouais. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas parler de la famille, je ne veux pas parler de... Il y a beaucoup d'éléments qui ne favorisent pas l'éclosion de la vision entrepreneuriale au Cameroun. Premier point, tu as parlé des chocs. Yeah. Et moi, j'aimerais revenir à toi. C'est quoi le plus gros choc que tu as subi en entrepreneuriat depuis que tu t'es lancé? Le plus gros choc, est-ce que je peux même appeler... Est-ce que ça serait un peu curieux que je puisse te répondre, Valère? Curieux pourquoi? Parce que je suis de ceux, excuse-moi de te le dire, je suis de ceux qui l'environnement camerounais m'a poussé à m'attendre à des chocs au quotidien. Donc, du coup, je ne peux pas classifier le plus gros ou du plus petit. J'en vis au quotidien et quand je termine avec un choc, je m'attends au prochain choc. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'échanger là, je m'attends à ce qu'après notre échange, quand je vais ouvrir le téléphone, on pourra me dire qu'il y a ceci ou cela. Donc, je les vis au quotidien. Mais comme tu cherches à savoir le plus gros. Mais celui qui te marque le plus ou celui dont je te rappelle? En vérité, peut-être, ce n'est que le jour où... Qu'est-ce que je vais dire? Il y a là, c'était même un paramètre. C'était un facteur naturel qui a ôté le toit de notre structure, toute la toiture avec la charpente, et on a perdu beaucoup de choses. Bon, comme c'était un paramètre naturel, donc je ne peux pas forcément voir. C'était un choc, certes, mais comme ça ne découlait pas d'une action humaine. Mais allons sur un côté volet structurel, peut-être un problème avec la police ou la justice ou un truc comme ça. Le plus gros choc, peut-être c'est le jour où j'ai eu un couple qui m'a traîné devant les tribunaux. J'étais à 2 doigts de la prison. Non. Oui, parce que ils ont pris la décision de monter une histoire sur moi. Comment ça? Oui, ils ont fait une plainte parce qu'ils se sont dit, bon, Erika, c'est une figure publique. Oui. Il ne peut pas vouloir qu'on salisse son nom, oui. qu'on en parle dans les réseaux sociaux. Oui. Donc, on va monter une histoire qu'il nous a escroqué de l'argent et puis on va lui porter plainte, on va mettre la pression et ne voulant pas que ça s'ébruite, il va sûrement sortir de l'argent, vouloir qu'on puisse négocier. Non, mais tu es sérieux là? Je suis en train de te raconter des faits réels, vécus. Ils ont porté plainte contre M. Erika Lindou sur la base d'une affaire qui n'a jamais existé. Jamais existé. Et je te dis, Valère, on m'a convoqué au commissariat. C'était le 10e à Bastos. À l'époque, c'était une dame qui était commissaire. Et l'enquêteur, quand il m'a regardé, il a dit, ce monsieur ne ressemble quand même pas à ce qu'on est en train de dire. Et ce couple était déjà allé voir un magistrat. Et le jour où on me défait, en fait, c'est l'enquêteur qui me dit, non, vous n'allez pas dormir ici en cellule, tel que je vous vois, appelez juste quelqu'un qui va signer, vous dormez chez vous et le lendemain, on va aller voir le magistrat. C'est tellement allé si vite que je n'en revenais même pas. On arrive devant le magistrat, j'arrive dans son bureau, elle me dit, ok, monsieur, le grand monsieur Lindou, petit magistrat. Parce qu'entre-temps, ils étaient allés dire au magistrat que lorsqu'on l'a convoqué, M. Lindou dit qu'il est un grand monsieur, on ne peut rien lui faire ici, et que vous êtes un petit magistrat. Je dis authentique, Valère. Elle dit grand Lindou et petit magistrat. Ok, donc vous voici devant moi. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez leur rembourser l'argent ou pas? Quoi? J'ai dit, attends, rembourser quel? Et comme la dame était enceinte, elle a passé le temps à faire des grimaces. Oh, mon enfant, mon enfant. Valère, je te dis que tous mes partenaires avec lesquels je dealais, que ce soit dans la haute administration centrale et les partenaires, les particuliers, les privés, ce couple est allé les rencontrer. Monsieur Lindou nous a escroqué de l'argent. Monsieur Lindou nous a... Elles ont diffusé la nouvelle. Wow. Je t'assure. Donc, devant le magistrat, je me suis dit, hey, ici, si je dis non, je peux me retrouver. Je n'ai même pas eu le temps d'appeler mon avocat. En fait, je peux dire que c'est même à partir de ce moment que j'ai compris la nécessité. C'est après ça que je me suis rattaché les services d'un conseil, de 2 conseils aujourd'hui. Je t'assure. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci. Je vais rembourser, mais je vais échelonner cela. J'ai pris l'engagement. Parce que
À l'entrée, j'ai vu un policier qui avait sympathisé parce que quand il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, vous ne ressemblez pas à ce qu'on est en train de dire. Donc, il ne m'a même pas mis dans la cellule au parquet. Il m'a fait asseoir à côté que lorsque le magistrat va vous appeler. Et en allant, il m'a dit, monsieur, je vous donne quand même un conseil. Tel que je vois votre histoire, c'est louche. Donc, pour démontrer que vous êtes innocent, prenez la peine de dire que vous allez rembourser et vous échelonnez cela. Comme ça vous permettra de démontrer votre innocence. Wow. Donc, devant le magistrat, j'ai répondu comme le policier m'avait recommandé. C'est là où on a fait, ils appellent ça, si c'est retour sur quoi, pour complément d'information. On a renvoyé encore au commissariat pour complément d'information et pour que je paye comme j'avais échelonné. J'ai fait le premier versement, 250 000. Non. Puisque j'avais, 250 000. J'ai fait le premier versement, puisque c'est la condition qu'on me libère. J'ai fait le premier versement et par la suite, la lumière a éclaté et puis on s'est rendu compte que ils avaient monté cela de toutes pièces. Voilà une histoire authentique qui était comme un choc que j'ai vécu, qui m'a fait davantage voir la fébrilité de notre système judiciaire où on ne vous donne même pas la possibilité de vous défendre. Et je précise, comme je l'ai dit tout à l'heure quand même, par la suite, j'ai vécu d'autres histoires. Je t'ai dit en off-caméra tout à l'heure que je suis au tribunal aujourd'hui, que ce soit au civil ou pénal, avec toujours des histoires de terrain où les gens font des trafics d'influence. Mais maintenant, je suis quand même averti. J'ai des conseils qui suivent et qui encadrent cela. Mais à l'époque, je n'appelle même plus ça choc. Ça, je n'ai pas classé ça parmi les chocs parce que pour moi, avec la peau dure que j'ai déjà, oui, ça devient quelque chose de normal. Je t'ai dit que au Cameroun, je m'attends permanemment au choc. C'est-à-dire que je ne suis pas surpris qu'après cette interview, que je reçoive un message dans le téléphone qui dit que on vient de voler ceci, on vient de sceller ceci, on a dit ceci. Je m'attends à ça. Mais comme tu as demandé ce qui était comme oui, à cette époque-là, quand même, c'était... Oui, à cette époque, c'était vraiment un choc très violent qui m'a fait comprendre que dans cet environnement, pour un rien, tu peux te retrouver en fait de l'autre côté. Il aurait suffi que je dise non, je suis contre. Parce que le policier m'avait prévenu. Il m'avait dit le magistrat a la lassitude et a le droit de te mettre sous mandat de dépôt. Oui, MDP, je crois. Oui, MD. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit que non, elle peut demander qu'on t'enferme en Koningui pendant que la procédure... Et on connaît le temps. Donc, il a dit que là, fais attention. Parce que entrer là-bas, c'est juste une signature, mais sortir devient très compliqué. C'est très compliqué. Or, comme tu es innocent, il vaut mieux valider, quitte à ce que, entre-temps, tu prends donc un avocat et puis on essaye de faire lumière et ce qui avait été fait. Donc voilà quelque chose, un choc violent et virulent que j'avais vécu de bout en bout comme ça là, qui ne provenait de rien. Il a fait monter de toutes pièces. Mais il n'y a pas des enquêtes qui sont menées? Valère, on a commencé cette affaire à la gendarmerie. Elles ont porté plainte à la gendarmerie. Lorsqu'elles portent plainte à la gendarmerie, pendant que on m'appelle pour m'entendre à la gendarmerie, moi j'arrive simplement pour répondre. Oui, puisque tu te reproches de rien. Pour répondre à l'enquêteur. Pendant que je suis en train de répondre à l'enquêteur, il y a un officier qui passe. Quand il passe, il me voit, il dit, mais attends, c'est pas Lindou ici. On dit oui, hein, on l'accuse, il a escroqué, ceci, cela. Il dit non, lui, non, nous on le connaît, c'est pas possible. Et en plus, il a grandi ici, son père est colonel. Il ne vous a pas dit que son père est colonel? J'ai dit non, je ne suis pas venu ici comme le fils d'un colonel. Je suis venu comme un accusé. Quand ce couple a vu la scène, ils ont abandonné la plainte en disant que j'ai corrompu les gendarmes. Ils sont allés porter plainte au niveau du commissariat. On arrive au commissariat. Quand on me fait appeler, comme j'ai dit, au niveau du 10e, pendant qu'on suit l'enquête, ils trouvent que on est en train de mal faire. Ils ont écrit au 1500. 1500, c'est la police des polices. Ils ont fait une plainte pour dire que j'ai corrompu les policiers. C'était une histoire sans technique, je t'assure. Mais on s'est retrouvé à ça. Et c'est pour ça que je parle d'un choc. Je t'assure. Pour moi, ça me dépasse parce que, bon, on va dire que Bastien ne vit pas au Cameroun. on va dire que Bastien ne vit pas au Cameroun. Mais ça me dépasse parce que sur la base d'une affirmation qui n'a pas de preuve. Il n'avait aucune preuve. Et l'une des choses qui m'a un peu sauvé au niveau de la police, c'est parce que comme je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné, je fonctionne avec l'agenda et puis tout mon agenda a mon programme. On leur a demandé quand est-ce que vous avez remis l'argent à M. Lindou. Ils ont donné une certaine date. Quand ils ont donné la date, je suis allé prendre mon agenda. J'ai ouvert devant l'enquêteur. J'ai dit, regardez, la date qu'ils sont en train de donner, regardez mon agenda. Voilà tout mon programme. Ça ne correspondait pas.
Wow. C'est pour ça qu'à ce moment, ils sont allés plutôt voir une magistrate pour demander une citation directe ou quoi que ce soit. En fait, voilà ce qui s'est passé. Donc, ce n'est même plus la plainte qui a fait qu'on puisse m'interpeller. C'est qu'ils ont laissé les plaintes parce qu'ils trouvaient comme motif que Lindou corrompt la gendarmerie, corrompt la police. J'ai dit, j'ai quelle puissance pour corrompre tout cela? Et ils sont allés. Donc, en fait, c'est la porosité un peu de notre système judiciaire parce que sur la base d'une déclaration comme ça, on peut vous garder, on peut, je ne dis pas que, on peut, il peut arriver que malencontreusement, vous vous retrouvez fermé pour quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Et comment tu vis ce sentiment d'injustice-là? Comment je vis comment? Quand tu fais face à ça, ouais. C'est injuste. Oui. Et comment tu le vis? Comment tu traverses ça? Est-ce que tu n'as pas envie d'arrêter? Est-ce que tu ne t'es pas révolté? Comment tu le vis? Non, peut-être pas révolté. C'est pour ça que dans mes propos liminaires, je crois que je t'ai dit, Valère, que non seulement l'espoir fait vivre, mais c'est parce que nous sommes convaincus qu'un jour viendra quand même où les choses vont pouvoir changer. C'est très compliqué. Mais en même temps, quand tu as une responsabilité comme la nôtre, où nous ne vivons plus simplement pour nous, nous regardons également à toute la masse qui est derrière nous, en termes d'employés, en termes de... Quand nous regardons un peu l'impact, on se dit, si on abandonne, qui prendra soin de tous ces gens? Donc, on prend simplement ça comme des défis, qui sont des défis qui relèvent de l'injustice sociale dont on a eu à parler, mais qui, avec le temps, nous pensons que les choses reviendront dans l'ordre. Moi, tout ce que j'ai pu faire maintenant, comme je t'ai dit, c'est de pouvoir encadrer ce genre de procédure en trouvant des avocats. Maintenant, j'ai des conseils. J'ai des conseils aujourd'hui. Quand ce genre de situation arrive, plusieurs fois, j'ai été convoqué. Au niveau du civil, je ne suis même pas allé. C'est les avocats qui suivent et ainsi de suite. C'est assez critique, Valère. Je te dis, parlant de d'injustice sociale, c'est quand même criard au Cameroun. Les entrepreneurs en souffrent. Je crois que je t'ai conté également une autre affaire pour laquelle je suis totalement accusé. Pour une affaire foncière où ça s'est passé par devant notaire, les gens prennent de l'argent, mais aujourd'hui, ils viennent dire que non, on va rembourser parce qu'on ne veut plus te vendre. Avec tous les investissements que vous avez déjà eu à faire, vous imaginez... C'est-à-dire que tu as déjà payé. Tu as payé. Ça a été signé, ça a été validé. Signé et validé. Vous entamez un deuxième deal, on perçoit l'avance, on signe tous les papiers, et quand on regarde à votre niveau d'investissement, on se dit, hey, ce gars, lorsqu'on lui vendait, on n'avait pas su qu'il aurait pu faire ce qu'il est en train de faire. Comment faire pour récupérer ou alors faire de la surenchère? À ce moment, on vous colle quelque chose derrière ou en temps. Dans un pays normal où les choses se passent normalement, quand on regarde quand même à un secteur d'activité, on regarde à l'énergie qui est déboursée, on regarde à tout l'impact de manière directe et indirecte. Quand on essaye de voir, on apprécie quand même les clauses contractuelles que vous avez eues avec ces gens. Et sur cette base, rapidement trancher la situation. Parce que plus c'est traîne, et je te précise, pour le moment, nous ne sommes qu'à un niveau inférieur. Après ça, il faut passer à coup d'appel, à la cour, ainsi de suite, tous ces process. Donc, et tout ceci pourquoi? Pour des entrepreneurs qui ne sont en train que de se battre pour mettre sur pied des investissements, pour ajouter une plus-value à la société et également trouver un moyen de vie pour les uns et les autres. C'est très compliqué. Et tout ce que j'ai vu, je pose la question de savoir, est-ce qu'il existe une justice juste au Cameroun? Bon, je ne pourrais pas répondre. Je vais simplement te dire ce qu'un magistrat, je ne peux pas citer son nom, un magistrat a eu à me dire, justement, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, elle m'a dit, Monsieur Lindou, la justice peut peindre en blanc ce qui est noir et peindre en noir ce qui est blanc. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, tel que vous avez compris. Et j'ai compris tout. J'ai simplement compris ce que ça voulait dire. Si un magistrat vous le dit déjà, ce que vous devez comprendre de ce qu'elle est en train de dire, c'est très compliqué. Je pense que le cri des entrepreneurs au Cameroun, c'est qu'on puisse quand même avoir une justice équitable. Oui. Et qu'ils puissent prendre en compte les préoccupations majeures des entrepreneurs. Parce que, vous voyez, quand vous scellez un deal foncier, c'est parce que vous avez un projet de développement. Tout à fait. Mais plus ça traîne, ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Le tissu économique est affecté. C'est fragilisé. Ça pose un problème. Donc, je me dis, si également on peut avoir un système judiciaire
qui se charge des questions entrepreneuriales. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Oui, parce que si nos juges n'ont qu'une fois, si nos juges ne comprennent pas la profondeur et les méandres du monde des affaires, c'est compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. S'ils ne comprennent pas les méandres, parce que c'est ça le gros problème que beaucoup d'entrepreneurs ont en justice, c'est que le magistrat ne comprend pas que lorsque vous vous engagez dans une affaire, lorsque vous vous engagez à prendre un titre foncier, à acheter un terrain, vous avez fait des engagements à gauche, à droite, et vous avez un objectif à atteindre. Et plus ça traîne, plus ça crée d'autres problèmes. De l'emploi qui devait être créé est retardé beaucoup. En fait, ça va dans beaucoup de sens. Donc, je supplie vraiment, si j'avais un mot peut-être à dire, ce serait que le gouvernement, pour aider les entrepreneurs, essaye de voir comment amener des magistrats à comprendre la subtilité du monde des affaires. À comprendre, oui, il y a une subtilité. Si vous ne connaissez pas le langage entrepreneurial, si vous ne connaissez pas le langage du monde des affaires, si vous-même, vous ne connaissez pas les affaires, si vous-même, vous ne connaissez pas les différentes implications, ça peut poser un problème. Vous pourrez facilement ne pas être en mesure de trancher une poire en deux ou alors prendre une mauvaise décision simplement parce que vous n'avez pas les outils qui vous permettent de mesurer l'ampleur de certaines décisions et l'impact que cela va créer sur le plan des affaires. En effet. Et quand on entend tout ça, j'imagine les jeunes entrepreneurs ou des gens qui aspirent à faire au moins comme vous, et ils entendent tout ça. Comment se prémunir alors de ce genre de cas? Non, regarde Valère, il faut déjà comprendre, hein, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Sans problème, ton business, sans problème, il n'y a pas d'entrepreneuriat, Valère. Oui, vraiment. La deuxième chose qu'il faut comprendre, on a l'habitude de le dire au quartier ici, l'entrepreneuriat, c'est pas le voir bébé. Vraiment, il faut... Je ne suis pas de ceux qui présentent l'entrepreneuriat comme un fleuve tranquille. Non, non, non. Je l'ai dit tout à l'heure que quand moi je conseille des gens, numéro 1, je te demande bilan de santé. Numéro 2, je dis que le cardiologue se rassure que ton corps, ton cœur peut tenir. Parce que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat dans le contexte africain ou spécifiquement camerounais, c'est un choc, c'est de la bagarre, c'est des défis, c'est des challenges au quotidien, des défis exogènes et des défis endogènes. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas vendre du vent. Je ne suis pas de ceux qui disent que l'entrepreneuriat rend riche, rend milliardaire. Non, je suis de ceux qui disent que celui qui veut s'abreuver du miel doit se préparer à affronter les abeilles. Je suis de ceux-là. Donc du coup, ça fait partie. Je vois ça comme des pesanteurs, certes, qui tirent vers le bas, mais pour moi, ça fait partie du jeu entrepreneurial. Ça fait partie de l'écosystème entrepreneurial. Même s'il est vrai qu'en améliorant des facteurs structurels, parce qu'on le voit aussi ailleurs, on le voit sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, quand même, il y a des mesures d'accompagnement qui sont quand même faites pour permettre que l'entrepreneur puisse s'épanouir, contrairement à ici. Mais je voudrais que de prime abord, qu'a priori, que les entrepreneurs sachent que l'entrepreneuriat, c'est de la bagarre, en fait. L'essence même, le fond de l'entrepreneuriat. Parce que qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est identifier des problèmes et développer des solutions. L'entrepreneuriat, c'est le mouvement migratoire des fonds qui doivent quitter de la poche de votre vis-à-vis pour votre poche parce que vous lui proposez une solution fiable qui va pouvoir satisfaire son besoin. Ce mouvement migratoire des fonds, est-ce que gagner de l'argent est facile? C'est pas du tout facile. On ne gagne pas l'argent facilement. Donc, les gens doivent savoir que lorsqu'on rentre dans le terrain entrepreneurial, lorsqu'on décide de gagner de l'argent, quand on parle de gagner de l'argent, c'est pas gagner 5 francs, 10 francs. Je ne suis pas en train de mépriser. Je veux dire, lorsque vous voulez déjà créer de la richesse à un certain niveau, parce que il y a des petits problèmes que lorsque vous êtes dans le secteur informel, vous n'allez pas avoir. Vous avez un autre type de problème. Quand vous êtes dans le secteur informel, quand vous faites de l'entrepreneuriat à un certain niveau, vous allez avoir un type de problème que vous pouvez facilement gérer. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est l'entrepreneuriat à un autre palier. Quand vous atteignez un autre palier, pourquoi est-ce qu'on demande à un entrepreneur d'avoir un avocat, d'avoir un banquier, c'est parce qu'on sait
que tu auras ces problèmes du jour au lendemain. Donc, je voudrais que les gens comprennent que lorsqu'on s'engage dans le terrain de l'entrepreneuriat et surtout lorsqu'on aspire à avoir un grand impact, il faut qu'on sache qu'on aura des grands challenges. Parce qu'aux grandes positions, les grands vents. Ça, c'est clair. C'est clair. Le seul problème avec l'entrepreneuriat, c'est que les gens se focalisent beaucoup plus sur les résultats visibles. C'est ça. Alors que le succès en entrepreneuriat est invisible. Le succès en entrepreneuriat, c'est la partie invisible de l'iceberg. Et c'est là où toutes les batailles se jouent. C'est là où tous ces défis-là, on les rencontre. Donc, il faut que les gens soient préparés. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas scandalisant pour moi parce que je suis préparé à ça. Je suis préparé au scandale au quotidien. Je suis psychologiquement préparé au scandale. Donc, quand quelque chose arrive, ça ne m'ébranle plus. Je vois simplement comment gérer. Je dis, what is the next? Quel sera le prochain défi? En fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est fort, hein, c'est fort. J'ai beaucoup apprécié que tu nous partages ça, parce que c'est du réel. On est loin de la théorie de Excel qui fonctionne tout le temps. Là. Tous les projets fonctionnent bien sur Excel. Non. C'est-à-dire, ça, ce n'est qu'une partie. Si je dois toucher maintenant un autre secteur. Touchons. Le bâtiment, le génie civil. Allons-y. Les techniciens. Allons-y, pardon. Au Cameroun. Valère. J'ai une entreprise qui fait dans la construction, qui fait dans le génie civil, construction et autres. Mais je vous dis, la plupart des temps, les gens me demandent, même M. Lindou, comment est-ce que vous faites? On vous voit toujours en permanence. Dès qu'on vous confie un chantier, on vous voit presque, vous passez toute la journée et tout. J'ai dit quoi? Au Cameroun, tu as un chantier, tu fais un jour sans passer. Moi, c'est mon entreprise qui construit et je construis pour les gens. Oui. Donc, c'est pas comme si ce n'est que ma maison ou c'est une responsabilité. Si ce n'est pas le maçon, c'est le chef magasinier. Si ce n'est pas lui, c'est de connivence avec. C'est la qualité alors du travail. Si vous n'avez pas un droit de regard fin, minutieux, exigeant et rigoureux, on va vous foutre n'importe quoi. Donc, c'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué, Valère. Je t'assure que la dernière fois, je voyais un immeuble qui s'est effondré simplement parce que les gars ont raté le ferraillage. Imagine-toi. Ma présence n'est pas forcément, c'est pas moi qui contrôle. Non, c'est clair. Il y a des gars qui... Bien mais sûr. Les gens sont tellement inconscients quand ils travaillent. La plupart des techniciens, pas tous, la plupart des techniciens au Cameroun ne recherchent qu'à ce qu'ils peuvent gagner. Donc, quand vous n'êtes pas là, vous ne mettez pas des mécanismes de contrôle sur pied, vous allez totalement regretter. Je me rappelle une dernière fois, l'une de mes cousines m'a appelé. Elle avait son chantier. Et lorsqu'elle construisait, elle était déjà presque à 70%. Elle m'appelle, elle me dit de venir faire un tour. J'arrive, je lui dis, mais dis-moi, qui contrôle ton chantier? Tu as un contrôleur? Elle me dit non, pour minimiser les dépenses, j'ai demandé que ce soit le chef chantier. J'ai dit, qui fait les achats? Le chef chantier. Qui contrôle? Le chef chantier qui... Je lui ai dit, tu as fait la plus pire des erreurs. Comment est-ce que tu laisses le chef chantier faire des achats? C'est lui qui construit. C'est lui qui... Je lui ai dit, c'est la plus pire des erreurs. Les dépenses que tu pensais éviter, en fait, tu es plutôt en train de les faire. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, non. Tu ne peux pas permettre que ce soit le chef chantier qui fasse les achats, qui contrôle et qui n'est pas de contrôleur. Je lui ai dit, laisse. Ce que je vais faire, je vais envoyer mon ingénieur faire un audit. Bon, il ne pourra pas être profond pour le moment parce que la fondation est faite, on ne peut plus creuser pour voir les ferrages qui ont été faits. Quels sont les plans de ferrage? Il n'y en avait même pas. Je lui dis, tu fais un bâtiment à niveau sans qu'on ne te montre des plans. On est simplement allé voir les sections des fers qui étaient préparées pour recevoir la dalle. Quand mon ingénieur a fait l'audit et lui a transmis cela, 2 jours après, le chef chantier a disparu. Wow. Il a disparu du chantier jusqu'à l'heure où je vous parle. Elle a dû prendre une autre équipe pour continuer les travaux. Parce que le gars s'est rendu compte qu'en fait, des connaisseurs étaient arrivés sur le terrain et on allait découvrir le poteau rose de tout ce qu'il était en train de faire. Voilà un peu les défis. Or, c'est une cousine qui est sous crédit, qui a pris un crédit pour se construire. Même si je lui avais recommandé par la suite que si tu m'avais vu dès le départ, je t'aurais dit on ne prend pas un crédit pour construire une maison d'habitation. Non. Ah oui? Non. Je lui ai dit non. On fait quoi alors? Ça. Non, comment Valère? Comment tu peux prendre un crédit pour construire une maison d'habitation? Et surtout qu'elle était en train de me dire qu'en fait, elle voulait fuir la location.
Je lui ai dit, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Est-ce que tu sais que même ta maison personnelle pour laquelle tu as pris du crédit, ça peut te revenir 2 fois plus cher que ton loyer? Elle me dit, mais attends, tu racontes des histoires. Nous, on veut fuir la location en construisant. Toi, tu nous dis plutôt. Je lui dis non. Je lui ai dit, évaluons un peu. Regarde numéro 1, le quartier dans lequel tu pars construire. Regarde la contrainte que tu auras pour arriver à ton lieu de service. Le véhicule que tu vas utiliser, la route n'est pas goudronnée. Tu seras constamment chez le mécanicien. Donc, tu crois préserver de l'argent. L'autre chose, les commodités. Regarde où tu habites. Il n'y a aucune brigade à côté, aucun commissariat de police à côté, aucun hôpital. Si un incident ou un malheur t'arrive dans la nuit, question sécuritaire, si on vient t'agresser là-bas dans la nuit, tu peux perdre ta vie parce que tu fuyais la location. Je lui dis, évalue. Moi, en fin de compte, pour couper l'histoire courte, je lui ai dit que si je peux te donner un conseil, je peux te recommander de terminer cette maison, tu la mets en location pendant que tu continues de louer de l'autre côté. Elle me dit non, il dit que c'est absurde, je ne peux pas construire. Je lui dis non, parce que cette maison va te revenir sur le plan locatif 3 fois plus que là où tu louais. Et je lui ai démontré. Je lui ai dit, regarde le carburant, l'entretien de ton véhicule, ce que tu appelles... Il te faut maintenant une ménagère pour prendre soin de ton enfant, pour amener l'enfant à l'école et ramener. Lorsque le temps même que tu mets, quitter de ta maison, de là où tu as construit, pour aller à ton lieu de service, ça te prend 1h30 avec les embouteillages, le carburant que tu vas gaspiller, en aller comme au retour. Ça te fait minimalement 4 heures de temps dans la voiture. Pourtant, là où tu payes en location, même en taxi, tu t'en vas. Ça veut dire qu'en taxi, tu as 250, aller 250, ça te fait 500 francs. Tu as 500 francs multipliés par 5, 2500, 10 000 francs de taxi par mois. Or, de là où tu es, le carburant va te prendre combien? L'entretien de la voiture, les assurances, les ceci, toutes les charges, la sécurité, la santé, tout. Je lui ai dit que tu vois qu'en fait, ce n'était pas stratégique. Et tu prends de l'argent à crédit pour payer des intérêts, pour construire et y habiter. Non, à la limite, tu pouvais faire ce crédit et mettre même ce truc en location pour que cela rembourse et le jour où tu finis, ça te permet de... Donc, il y a tout un calcul derrière. Donc, je lui ai fait comprendre que ce n'était pas une très, très bonne opération. Mais en fait, je parle de cette histoire pourquoi? Tout part de quoi? Du technicien qui était en train de travailler. Bien sûr, pour te montrer que vraiment, les mentalités locales ne sont pas évidentes. Ça fait partie des défis auxquels les entrepreneurs font face tous les jours. Mais comme j'ai eu à dire, quand on est dans ce type d'environnement et qu'on sait qu'on ne peut qu'évoluer là, dans ça, on s'entoure simplement des mesures qui nous permettent de pouvoir encadrer et de mieux encadrer tout projet entrepreneurial qu'on met sur pied. Mais pour les défis, ça ne manquera jamais. Les défis, ça arrivera toujours, Valère. Et tu fais bien d'en parler parce que puisqu'on est dans un pays où tu disais en offre que tu sais à qui tu as fait. Ouais. Voilà. C'est ça. Et le derrière de tu sais à qui tu as fait, c'est toujours que il y a forcément quelqu'un derrière la personne qui peut. Donc, toi, aujourd'hui, comment tu construis ton réseau? C'est quand même un réseau constitué de plusieurs types de personnes dans des couches sociales totalement différentes. L'avantage que j'ai quand même un peu, Valère, c'est parce que mon approche entrepreneuriale est quand même particulière. Je ne suis pas... Je mets quand même l'humain au centre de tout ce que je fais. Et lorsque tu mets l'être humain au centre de tout ce que tu fais, c'est le cœur qui parle au cœur. C'est pas la tête qui parle à la tête. C'est le cœur qui parle au cœur. Donc, du coup, pour la petite histoire, je vais te dire que cette affaire dont j'ai dit tout à l'heure, je suis au tribunal civil et au pénal en même temps. J'ai 2 avocats qui ne sont pas des moindres, mais que je n'ai pas payé. C'est possible, ça? La main sur le cœur. 2 avocats, pas des moindres. 2 conseils, pas des moindres. Et c'est pour ça que j'évite de donner même leur nom, parce que c'est des avocats connus de par leur probité morale, de par la qualité de leur service. Je n'ai pas payé. Ce sont eux qui ont dit non, Erika, on ne peut pas permettre qu'on te fasse quelque chose. Non. Avec tout ce que tu fais pour ce pays, non. C'est pas possible. Nous allons prendre le dossier. Nous allons prendre ce dossier. Nous entrons dans ce dossier. Ne paye pas. Nous entrons dans ce dossier. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est mon bel oncle qui a suivi cela. Il a dit non, pas. Il m'a donc envoyé un avocat. Il m'a dit, Erika, non, ne paye rien. Moi, je t'envoie mon avocat.
qui va se charger de cela. Je n'ai pas payé. Donc, pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'humain quand même est placé au centre de tout ce que je fais. Donc maintenant, comment est-ce que je construis mon réseau? En fait, je construis un réseau simplement sachant que c'est des hommes que nous servons. Et c'est des hommes avec lesquels il faut développer des relations transparentes et sincères. C'est comme ça que je construis mon réseau, par la crédibilité des actions que je fais. C'est beau d'entendre ça. La crédibilité des actions que je mène sur le terrain. C'est ça qui attire l'adhésion de certaines personnes, que ce soit sur le plan de la justice, que ce soit parmi les FMO, les forces de maintien de l'ordre, que ce soit toutes ces couches. Il y a toujours des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont un cœur pour la justice et qui font en sorte que lorsque vous vivez des injustices, ces personnes font quand même tout ce qui est à leur possible pour que lumière soit faite. Oui. Tu sais, quand je reviens sur le problème qui t'a amené au commissariat, l'injustice que tu as vécue, quelque part, c'était aussi lié au fait que tu parles. Tu es quelqu'un tu es une personne publique. Et on comprend aussi que beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent sur le pays, qui ont beaucoup d'impact, veuillent rester dans l'ombre parce qu'ils ne veulent pas s'attirer certaines foudres. C'est clair. Pourquoi toi avoir eu cette démarche-là de prendre la lumière pour véhiculer ton message au risque que ça t'amène des problèmes comme cela? Oui, disons que, comme on le dit toujours, chaque médaille a un revers. Chaque médaille a un revers. Donc, je fais le choix simplement parce que malheureusement, on est dans un monde où, comme on a l'habitude de dire, la liberté d'expression qu'on a donnée sur Internet permet qu'on puisse véhiculer. C'est tout le monde qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, si vous laissez que les gens n'écoutent que le mensonge avec lequel on leur pollue l'esprit, je crois, à mon humble avis, Valère, la société n'est pas détruite de par l'action des mauvaises personnes. Non. La société est détruite par l'inaction des bonnes personnes qui voient des mauvaises personnes agir. Je sais pas si tu comprends. Bien sûr, je comprends parfaitement. Donc, lorsque des personnes comme moi faisons le choix, en dépit des foudres que cela peut nous attirer par la suite, c'est parce que nous voulons aussi donner un autre son de cloche. Nous ne voulons pas que ceux qui n'ont rien à dire, ou alors ceux qui mènent les gens à côté, puissent véhiculer des valeurs et véhiculer un message qui ne puisse pas construire la communauté. Nous prenons donc la décision également de nous mettre en avant pour communiquer quand même des valeurs morales, de communiquer quand même la vérité, de dire quand même aux gens que voilà en fait ce qui se passe, pour que les gens ne se limitent pas à écouter simplement tout ce qui leur est servi gratuitement. C'est pour ça en fait. Je fais le choix de me mettre en lumière, pas en lumière. Je fais le choix de prendre la parole et de prendre des positions pour amener quand même les gens à revenir à ce qui est essentiel et de ne pas simplement écouter tout ce qui est véhiculé. En tout cas, c'est important. C'est important. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir fait ta connaissance, Erika. Et au-delà de tout ça, je sais que Dieu prend une grande place dans ta vie. Comment tu sais? Qu'est-ce que tu crois, Erika? Nous, on est bien renseignés, nous. Oui. Du coup, c'est quoi la place de Dieu dans tout ça? Quel est le rôle que Dieu joue dans ta vie d'entrepreneur au quotidien? Bon, disons que la place que Dieu occupe dans ma vie d'entrepreneur est une place très fondamentale parce que je suis de ceux qui pensent que le chef d'orchestre ou l'artisan principal ou le réalisateur, c'est Dieu. Et nous qui sommes sur la terre, nous venons simplement accomplir les bonnes œuvres qu'il a écrites et préparées en ce qui concerne nos destinées. Je suis de ceux qui pensent que personne ne vient sur la terre par hasard. Je suis de ceux qui pensent que chacun de nous vient sur la terre en réponse à une question qui a été posée par la divinité. Je suis de ceux qui pensent que nous sommes la solution à un problème qui se pose sur cette terre. Et nos vies viennent comme solution à un problème bien précis. Donc, je suis de ceux qui pensent que Dieu a programmé Erika parce qu'il savait qu'en une saison comme celle-ci, il devait avoir un problème parlant de promotion d'entrepreneuriat. Et avant que mon papa et ma maman ne se mettent dans la chambre
pour avoir entre eux, ils se disaient que allons nous faire plaisir, allons. Mais en fait, ils étaient en train de répondre à un rendez-vous divin qui devait faire que l'ovulation se passe ce jour-là. Toi et moi, nous savons, tu es médecin, tu connais beaucoup plus que moi que lorsque le sperme est déposé dans le vagin d'une femme, c'est plus de 150 millions de spermatozoïdes qui sont libérés. Quand on parle de 150 millions de spermatozoïdes, ça veut dire 150 millions de potentiels individus. Mais si à la fin, au niveau de la danse des gamètes, c'est Erika qui a pu féconder l'ovule, ça veut simplement dire, à mon avis, que Dieu avait préparé que c'est l'arrivée d'Erika par ce principe. Donc, Dieu occupe vraiment une place centrale. Je pense que je ne suis qu'un missionnaire. Même dans le monde des affaires, je ne me considère pas comme un chercheur d'argent. Je me considère comme un missionnaire qui est venu accomplir quelque chose dans le plan des affaires. Donc, Dieu, dans ma vie, occupe une place véritablement centrale. D'accord. Et pourquoi centrale aussi, Valère? Parce que je connais aussi ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que souvent, les gens disent, non, Dieu, c'est des histoires. Non. Moi, dès le jeune âge, j'étais DJ en boîte de nuit. Tu as tout fait, c'est pas possible. Si. J'étais DJ en boîte de nuit. À l'époque, en Gaoundéré, une boîte de nuit très célèbre dont je vais taire le nom pour ne pas, pour éviter des questions de publicité et autres. J'étais DJ. Et j'ai connu la vie de débauche. J'étais quelqu'un qui était totalement lié à la masturbation. Puisque la vie de débauche. Et puis, je suis dans une famille de 14 enfants, 4 garçons et puis 10 filles. Donc, et puis, j'étais le jeune gars qui avait toujours mes sœurs qui voulaient que je sorte avec leurs petites amies, tout ça, avec la vie de boîte de nuit très intense. Dans un moment crucial de ma vie, j'ai rencontré Dieu par Christ, j'ai rencontré Dieu par Jésus, qui a totalement changé ma vie. Totalement. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, comme j'ai dit. Je peux te dire que depuis l'âge de 17 ans où j'ai fait cette rencontre, ça a totalement changé ma vie. Je me suis fiancé, j'ai fait la connaissance de mon épouse. J'avais 24 ans, on s'est marié à l'âge de 27 ans. J'ai fait 3 années de fiançailles avec elle, je ne l'ai jamais connue sur le plan sexuel. Je suis à 23 ans de vie commune avec elle aujourd'hui, avec 4 filles. Et en dehors d'elle, je n'ai jamais plus connu une autre femme. Même faire un bisou déplacé à une femme, je n'ai jamais fait. Mais tout ceci parce que c'est ma vie avec Dieu qui me pousse à ça. Donc, c'est pour ça quand tu dis que Dieu occupe une place centrale dans ma vie, oui, c'est vrai, parce que c'est lui qui me préserve. Et même sur le plan des affaires, je suis de ceux qui pensent que c'est lui qui orchestre les rencontres. Et justement, tu fais bien de parler de ton épouse. Je sais que lorsqu'on est un homme public, lorsqu'on a ton aura, lorsqu'on a ton éloquence, lorsqu'on a ton élégance, lorsqu'on a ta prestance, forcément, on attire le regard de beaucoup de femmes. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe avec les femmes. Comment ça se passe? En vérité, Valère, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire autrui ce qu'on aimerait il ne faut pas faire autrui ce qu'on aimerait qu'on ne nous fasse pas. Donc, avec les femmes déjà, je t'ai dit, je suis à 23 années de vie commune avec ma femme et 26 cumulées si on met les 3 années de fiançailles. Et j'ai connu ma femme lorsqu'on s'est mariés, sexuellement bien sûr. Et depuis ces 23 ans, sexuellement, ce n'est qu'elle que je connais. Donc, mais comment tu gères les demandes des femmes? Je vais arriver. Donc, je pense qu'une autre femme ne peut pas me donner plus que ce que ma femme me donne. Maintenant, comment je gère les femmes extérieures? Je leur fais clairement comprendre que je suis fidèle à mon épouse. Est-ce que ça les freine? Ça les freine. Non, ça ne peut pas les freiner. Non, je vis des expériences au quotidien. Partage-nous une expérience, Erika. J'ai vécu une histoire où une jeune femme est arrivée chez moi. Elle s'est déshabillée. Quoi? Déshabillée. Elle m'a attrapé. Elle m'a dit, s'il te plaît, je veux qu'on couche ensemble. C'est quoi là, envoyé ou c'est comment? Je ne sais pas. Je lui ai dit que je t'en prie, tu vois bien que même ma masculinité ne réagit pas. C'est pas parce que je suis impuissant. Mon épouse va te dire, mais c'est que dans ma tête, j'ai pris l'engagement de ne jamais le faire. Parce que je ne peux pas faire à mon épouse ce que je n'aimerais pas qu'elle me fasse. Je ne veux pas. Elle a tout fait, j'ai refusé. J'ai vécu également une autre histoire. Une femme ça c'est l'une, je dis, il y en a assez, qui a perdu son mari. Et puis, elle est parent d'élèves au groupe scolaire bilingue entrepreneuriat Petit Génie Plus. Et elle m'a proposé qu'on aille à l'hôtel pour avoir des moments qu'elle prenait tout en charge. Wow. Et qu'elle sait que je suis marié, que j'aime mon épouse, mais elle voudrait simplement qu'on puisse avoir une vie parallèle. Wow. Je lui ai dit que je ne pourrais pas. Et à cause de mon refus,
elle a retiré tous ses enfants à l'école. Non. Tous ses enfants. Elle a enlevé tous ses enfants qui fréquentaient au sein de notre groupe scolaire. Donc, ces histoires, c'est au quotidien. Mais c'est simplement que personnellement, je leur ai dit que je ne peux pas. J'ai fait le vœu à mon épouse de ne pas la tromper et je ne voudrais pas. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Au quotidien, on en rencontre. Je dis bien au quotidien, on en rencontre. Il y en a qui viennent me dire que oui, je sais que tu es marié, mais je veux juste qu'on ait un enfant ensemble. S'il te plaît, juste un enfant. Non, sérieux là? Si. Je veux juste que tu me fasses un enfant. Je dis, je ne peux pas. Énorme. Je ne peux pas. Donc, personnellement, ça fait partie des challenges dans le monde des affaires. Oui, parce que tu sais, lorsque tu es entrepreneur, tu gagnes de l'argent. L'argent attire aussi également, oui, attire beaucoup de choses, parmi lesquelles les femmes. Donc, mais lorsqu'on connaît ce que c'est que la gestion de l'énergie, lorsqu'on connaît ce que c'est que les valeurs également, parce que au-delà de la gestion de l'énergie, pour moi, c'est une question de principe. Je suis beaucoup plus quelqu'un de principe. C'est-à-dire que je ne veux pas tromper mon épouse parce que je n'aimerais pas qu'elle me trompe. Donc, sur cette base, sur une base de principe, et avec la crainte de Dieu qui m'habite, je m'empêche de pouvoir le faire. Donc, je leur dis à ces femmes, je ne peux pas, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. En tout cas, merci beaucoup. On tend bientôt vers la fin. Est-ce que tu peux nous parler des petits génies plus? C'est depuis que tu en parles beaucoup, mais il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une école comme les autres. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais bien que je dise, Valère? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette école? Il faut déjà avouer que le groupe scolaire bilingue et entrepreneurial, les petits génies plus, naissent d'un constat. Le constat du besoin de la refonte du système éducatif. Est-ce que je dis qu'on a un mauvais système éducatif? Non, pas forcément. Mais je pense qu'on doit l'adapter à notre contexte et aux réalités de notre environnement. Tu sais, Valère, nous avons hérité un système éducatif qui poussait certains enfants à être qualifiés d'intelligents et d'autres pour nuls. Tout à fait. Oui, puisque en classe, on avait toujours le premier de la classe qui était comme le plus brillant, qui était l'intelligent. Celui qui devait être le président de la République. Absolument. Et le dernier qui est nul. Or, l'une des tares ou l'une des limites de ce système éducatif, c'est parce que ça prend des personnes aux destinées différentes, aux dons différents, aux appels différents, aux potentiels différents, mais leur donne un même système d'évaluation. C'est ça. On a 9 types d'intelligence qui existent. Donc, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a un type d'intelligence et quelqu'un d'autre qui a un autre type d'intelligence et vous leur donnez la même évaluation. C'est la raison pour laquelle ce penseur avait dit, Einstein. Oui, si vous testez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera la vie à croire qu'il est un idiot. Il passera toute sa vie. Effectivement, parce que le poisson n'est pas fait pour grimper l'arbre. Mais si tu mets le poisson dans l'eau, à ce moment, ce sera compliqué. Il en est de même. Si tu mets le poisson et le singe devant un arbre, le singe va se croire plus intelligent. Et il dira, je suis le champion, le poisson là est nul. Mais prends le même poisson et le même singe, tu les mets dans l'eau, le poisson va se moquer du singe. Pourquoi? Parce que chaque individu a son environnement. Et c'est donc, en fait, ce constat qui m'a poussé à avoir une offre éducative qu'on appelle le concept petit génie qui repose sur 3 piliers. Numéro 1, le savoir savant, qui est permettre à l'enfant, permettre à l'étudiant ou l'enfant d'acquérir les connaissances sur le plan pédagogique. Le deuxième pilier, qui est le savoir-faire, mettre en exergue la compétence, le savoir inné, le don de chaque enfant. Et troisièmement, le savoir-être, qui malheureusement est en perte de vitesse aujourd'hui. En off-caméra, nous avons parlé un peu de la gouvernance, des problèmes de gouvernance, des problèmes de détournement des deniers publics et tout. Tout ceci, pourquoi? Parce que les gens ont perdu le sens des valeurs morales. C'est ça, ça doit revenir davantage. On doit mener l'enfant, en fait, à être équilibré sur ces 3 piliers. Si vous donnez simplement, vous ne poussez que l'enfant à être meilleur sur le plan pédagogique, comme tu l'as dit, à l'époque, on croyait que les premiers des classes allaient finir les présidents de la République, mais il n'en est pas question aujourd'hui. On se rend compte que même tous les entrepreneurs, entre guillemets, quelquefois même la plupart, c'est les drop-out. Et ce sont eux qui emploient ces premiers de la classe. Donc, il faut apporter un complément. Il faut ajouter à ça la compétence et à la compétence également le savoir-être qui aujourd'hui est presque en perte de vitesse.
Donc, voilà un peu le système, voilà un peu l'offre éducative des petits génies. Les petits génies pensent que tout enfant est un génie. Il faut simplement aider l'enfant à retrouver le domaine dans lequel son génie s'exprime le mieux. Raison pour laquelle, dès la maternelle, parce que chez nous, notre slogan, c'est « Ici, nous formons les entrepreneurs de demain ». Il est question pour nous d'autonomiser les enfants. Quand on parle de « nous formons les entrepreneurs de demain », beaucoup de parents souvent arrivent chez moi et disent que « mais Monsieur Lindou, vous pensez que vous allez faire seulement des entrepreneurs, tous ne vont pas faire les affaires ». J'ai dit « non, 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 c'est parce que vous comprenez mal le concept d'entrepreneuriat ». Quand on dit qu'on forme les entrepreneurs de demain, les entrepreneurs sont des personnes qui résolvent des problèmes. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ici, nous formons les enfants à avoir la capacité de résolution de problèmes. Nous amenons les enfants, on leur pose la question, quel est le problème que tu vois? Je vois un problème en politique, on a un problème de mauvaise gouvernance. Ok, tu pourras être politicien. Parce que le problème que tu vois, c'est celui pour lequel tu as été créé à pouvoir résoudre. Oui, qu'est-ce que tu vois comme problème? Moi, je vois le problème des ordures. Il y a trop de saleté. OK, il faut trouver une solution pour recycler ces ordures. Donc, c'est ça un peu l'entrepreneuriat. Donc, il est question pour nous d'autonomiser ces enfants et de les amener dans leur processus de formation à monétiser leur savoir-faire. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Tout en intégrant maintenant les valeurs technologiques parce qu'on est dans un monde quand même qui est en pleine mutation. Je l'ai dit et je le dis toujours aux parents. Qu'est-ce qui fait la différence avec Petit Génie? La différence avec Petit Génie, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir lire où le monde est en train d'aller et travailler et arriver à se projeter, arriver là-bas avant le temps. Donc, Petit Génie est en train de voir là où le monde est en train d'aller. Tout le monde est conscient aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, avec le coding. Aujourd'hui, 70% des emplois existants dans les 10, 15, 20 années seront totalement inexistants. On est d'accord. Donc, si on continue à éduquer nos enfants aujourd'hui, comme on a éduqué il y a de cela 30 ans, on sera en train de les former pour des emplois qui seront obsolètes, qui ne seront plus d'actualité. Il est donc question d'amener les enfants autrement. Il faut aujourd'hui, le type d'éducation que nous donnons à Petit Génie, c'est une offre éducative. Nous ne sommes pas en marge de ce que le ministère de tutelle, qui est pour l'instant encore le ministère de l'Éducation de base, on n'est pas en marge du programme. Non, on reçoit des visites d'inspecteurs tous les jours. Sauf que, en plus de cela, nous mettons maintenant, nous greffons ce qui permet à l'enfant de développer sa créativité, ce qui permet à l'enfant de développer sa capacité d'innover, c'est-à-dire partir sur la base de ce qui est existant et d'apporter une touche. Et troisièmement, ce qui est plus important, amener l'enfant à la capacité d'adaptation. Parce que le monde change. Ce qui marche aujourd'hui, on n'est plus certain que ça marchera demain. Donc, il faut que les enfants, dès le bas âge, comprennent que si la vie t'amène à gauche, va à gauche. Si ça t'amène à droite, comporte-toi comme l'eau. C'est ça. Donc, à Petit Génie, en fait, nous amenons l'enfant à apprendre la vie de l'école. Mais pendant qu'il apprend la vie de l'école, on lui apprend aussi l'école de la vie. Donc, il a les deux à la fois. C'est pour ça qu'on a les lundis, ce qu'on appelle la séance de réarmement moral, où on chauffe les enfants, en fait. On les amène à bâtir un mental de mindset. On appelle les Petits Génies l'école des policiers, parce qu'ils ont une tenue spéciale. Quand ils arrivent, on les secoue, en fait. On leur donne d'avoir un mental compliqué. Vous allez voir souvent à nos séances de réarmement, c'est un peu comme une formation militaire. Vous voyez des enfants qui vomissent des autres. Oui, parce que en fait, on les met en situation réelle. Je me rappelle une fois, c'était lors d'une présentation, un parent est arrivé, c'était un combat de karaté réel. Un enfant a donné un coup à l'autre qui est tombé KO sur le champ. Les parents ont crié, se sont levés. Ils disent, non, monsieur Rika, comment vous faites? J'ai dit, on met l'enfant en situation réelle. C'est la vraie vie. On met l'enfant en situation réelle. Si vous passez le temps à dessiner qu'au karaté, voilà, quand ton adversaire envoie le coup de poing à gauche, tu fais comme ceci. Pour nager, il faut envoyer la main à gauche, à droite. Non! Pour apprendre à nager, on envoie l'enfant dans l'eau. Pour le combat, on met l'enfant en situation réelle. Donc, en fait, c'est ça. C'est une offre éducative totalement équilibrée qui fait que lorsque l'enfant, je me rappelle la dernière fois quand Thierry Niamene est arrivé, il a assisté à une cérémonie, il me dit, mais attends, tu as injecté ces enfants avec, quel produit? Ils sont tous virevoltants, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, c'est parce qu'on prend le temps de construire leur mindset. Parce que malheureusement, beaucoup de parents ne savent pas que l'ingrédient nécessaire pour la réussite dans la société d'aujourd'hui, ce n'est plus simplement la connaissance livresque.
c'est beaucoup plus le mindset. Beaucoup plus le mindset. Donc, on travaille ces enfants. Et dès le bas âge, on les expose à toutes les activités. Parce que là-bas, les enfants sont formés en agriculture, en pisciculture, en couture, en coiffure. On a même une chaîne de télé Petit Génie où les présentateurs, en fait, ce sont les élèves qui sont formés en art oratoire et en présentation. Nos présentations, la plupart de nos événements aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les enfants qui sont les MC. Parce qu'ils sont formés à l'art oratoire et ils sont mis en conditions réelles de la vie. Voilà un peu ce qui fait la spécificité de l'offre éducative des Petits Génies, qui sort un peu des sentiers battus et est en train de produire une génération des enfants qui, véritablement, dans les 5, 10 ou 15 années à venir, vont infiltrer toute la société et donner un résultat totalement différent de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Non, c'est excellent. En tout cas, moi, je vous recommande d'aller. Je sais qu'il y a une page Facebook, Petit Génie Plus et tout. Allez jeter un coup d'œil. Moi, j'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. C'est exceptionnel. Dernière question. Puisque nous sommes dans le contexte, j'aimerais t'entendre sur la politique du Cameroun. C'est quoi ton regard sur la politique du Cameroun? Je vais revenir sur ce que j'ai eu à dire. La politique du Cameroun, je t'ai dit, la vérité, c'est qu'en termes de texte, le Cameroun a de très bons textes. Le problème, c'est l'implémentation. Donc, me demander quel regard je jette sur le plan politique, je suppose qu'on ne va pas parler des élections. Non. Regard politique, c'est simplement qu'on puisse avoir, j'appelle la classe politique, à comprendre que servir un peuple, c'est se soucier de l'amélioration des conditions de vie. Et lorsqu'on a l'opportunité d'occuper une fonction, il est important de savoir qu'on doit servir. Je vais peut-être chuter en le disant, j'aime souvent le dire, que nos leaders comprennent qu'on ne doit pas se souvenir d'eux à cause de leur présence. Mais il faut qu'ils travaillent pour que leur absence puisse se faire ressentir. C'est mon principe de leadership. Je ne vis pas pour que ma présence se fasse remarquer, mais je vis pour que ma présence se fasse ressentir à cause que mon absence, que mon absence se ressente à cause de l'impact que j'apporte. Donc, regard politique, vivement, qu'on puisse avoir des leaders conscients du fait que le peuple agonise et le peuple a besoin qu'on lui accorde une oreille attentive. Et oreille attentive veut simplement dire voter des lois qui puissent améliorer les conditions de vie pour faire de notre nation une terre prospère et pour une redistribution proportionnelle des fruits de la croissance au prorata de chaque ethnie. Merci. Merci. Erika, ta caméra, elle est là. Je te laisse le mot de la fin. Mot de fin. Je vais simplement encourager tous les internautes qui nous suivent. On est en train de boucler cet échange qui a été un peu pourri parce qu'on est allé un peu dans beaucoup de sens. Sur le plan entrepreneurial, je précise, l'entrepreneuriat est loin d'être un voyage, un fleuve tranquille. C'est très compliqué, c'est très difficile. Lorsqu'on décide de se lancer en entrepreneuriat, il faut armer son mindset. Il faut savoir que les problèmes ne surviendront pas de temps en temps. Les problèmes surviendront. Les échecs vont faire partie intégrante de notre voyage entrepreneurial. Je le dis souvent, un entrepreneur échoue constamment, mais réussit de temps en temps. Donc, lorsqu'on parvient à s'armer de la sorte et qu'on croit à une vision qu'on a mise sur pied, qu'on travaille et que seule la mort nous fasse comprendre qu'on n'a pas pu réaliser ce qu'on pouvait percevoir dans l'esprit. Mais tant qu'on respire, qu'on ne puisse pas abandonner. Que ce soit seule la mort qui puisse nous prouver le contraire, mais aussi longtemps qu'on respire, qu'on continue véritablement à déverser toute notre énergie dans ce que nous avons cru par le passé, la raison de notre pourquoi qui nous avait poussé à nous lancer dans ce projet. Thank you very much. La messe est dite. Je suis content. Je suis content. Je n'ai pas attendu tout ce temps pour rien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Vraiment, merci beaucoup, Erika, d'avoir donné de ton temps. Merci. Un dimanche, quand même, c'est pas rien. Merci, c'est pas rien. Voir que ton téléphone ne fait que vibrer là. Non. Les problèmes t'attendent de toute façon. Dans tous les cas, je te dis merci, Valère.
L'idée n'est pas d'impressionner qui que ce soit, mais l'idée est que l'authenticité de mes propos amène quelqu'un à comprendre que c'est possible. En tout cas, tu donnes beaucoup d'espoir. Ça donne de l'espoir. Non, je te dis la vérité, ça donne beaucoup d'espoir. Et c'est aussi pour ça que je tenais à ce que tu puisses nous donner un bout de ta vie pour un retour sur expérience. Merci. Bon, l'équipe, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais n'oubliez pas d'aller faire un tour à Petit Génie Plus. Faites-y un tour, n'allez pas être déçus. C'est important. Parce que comme l'a dit un grand penseur, lorsqu'on éduque bien les enfants, c'est aussi pas des adultes. Yeah. Voilà. Et je pense que Eric Alindou l'a très bien précisé. Petit Génie Plus. Tout est dans le nom de l'école. Petit Génie Plus. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Le pasteur a parlé. Donc, l'équipe, on est ensemble comme en décembre. On vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo. De toute façon, Erika sera forcément le week-end de l'écrivain. Parce que s'il n'est pas là, moi, il paraît son nom au village. Voilà. Donc, vous pourrez le croiser là-bas pour en savoir plus. Bref, son équipe sera présente. Ça, c'est une certitude. Donc, on est ensemble comme en décembre. Merci. Et on se ressemble. Yeah. Minakano. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.